Cette conférence, elle me tenait beaucoup à cœur. J'ai vraiment, quand j'en ai parlé avec Alain, il me dit ah bon, t'es sûr? Et j'ai beaucoup insisté parce que c'est vrai qu'on parle toujours des créations de boîtes, de tout ce qui va bien. Et en fait, il y a une grande majorité des boîtes qui se lancent qui ferment très vite, certaines très vite, d'autres qui mettent un peu plus de temps. Et en fait, on parle assez peu de la fin des aventures. On y met évidemment énormément d'énergie, énormément de passion, et on imagine assez peu, parce qu'on a finalement assez peu de discours sur les fins de start-up, sur les fins de boîtes. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux entrepreneurs qui ont fermé leur boîte en 2022 et qui viennent nous raconter ça, qui viennent braver sûrement une émotion forte, parce que j'imagine que c'est pas facile de venir raconter tout ça devant un public de boîte, mais j'imagine que s'ils le font, c'est qu'aussi il y a une envie de transmettre, une envie de sûrement passer aussi beaucoup de passion. Et d'ailleurs, ça va être le début de notre discussion. Et pour ce faire, du coup, on a la chance de recevoir Noélie Balèze, qui est la cofondatrice de Pampa, qui est la marque de fleurs dont vous avez sûrement tous entendu parler ou vu à un moment, tellement colorées qu'on ne pouvait pas les ignorer. Bonjour Noélie. Salut. Et puis on a Philippe Goldman, qui est l'ancien CEO maintenant on peut dire du coup de Pazzi. Pazzi, c'était une vraie révolution parce que vous l'avez peut-être vu, il y avait une boutique d'ailleurs dans le Marais, c'était des pizzas faites par des robots. Et donc vous alliez et il y avait un robot qui faisait la pizza sur place. Donc c'était absolument incroyable. Et bon, c'est d'autres problèmes que Pampa. Et on aura l'occasion d'en parler. Justement, alors c'est vrai que sur toutes les autres conférences, j'ai tendance à toujours poser des questions différentes aux invités. Là, il y aura des questions un peu similaires, mais je trouve que c'est intéressant justement d'avoir, avec une même question, des réponses qui, pour avoir préparé cette interview avec eux, seront vraiment différentes. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Commençons par toi, Noélie. Question toute bête. Pourquoi avoir voulu venir parler, ou pourquoi avoir accepté de venir parler de la fin de Pampa? Donc bonjour tout le monde. Je connais pas les profils. Vous êtes tous entrepreneurs, hein? Ouais, beaucoup de marques. Beaucoup de marques, oui. Évidemment. Pourquoi j'ai voulu en parler? Déjà, je n'ai même pas fait l'annonce encore sur LinkedIn que Pampa s'était arrêté, donc c'est un peu un coming out là. Non, on l'a déjà fait sur Instagram, mais j'ai dû décanter, puis j'avais pas envie de sortir mon gros médium et de me justifier. Puis bon, il y a plein de raisons. Je vais peut-être le faire là dans la semaine prochaine. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé sur mon cercle très proche, mais on n'a pas vraiment discuté de ça. Même les investisseurs, c'est encore, ils nous laissent nous reposer, donc on n'a pas des vifs débats sur ce qui s'est passé. Et voilà, c'est avec vous en premier. Cool. Du coup, c'est pas un storytell super préparé. Hein. Vous allez voir, je risque d'être très franche et puis ravaler ce que j'ai dit. Puis bon, c'est pas grave. Et toi, Philippe, qu'est-ce qui t'a... Parce que pour le coup, tu as vite pris la parole sur les réseaux. Alors, c'est vrai, effectivement, on a deux temporalités différentes. Toi, c'était en avril. Moi, pour tout vous dire, c'était le 3 octobre. Donc, c'est très, très frais. Donc, moi, toi, tu as du recul. Moi, je vais avoir un discours sans recul chez moi. Et j'ai posté une semaine après. Pour non seulement dire que ça fermait, mais liquider. Et en plus, pour donner des premières clés de compréhension de pourquoi. Et c'est vrai que les réactions étaient très importantes parce que d'abord, je pense que ça fait aussi partie de la reconstruction, ces éléments-là. Et ça m'a permis de dire au final qu'on avait des choses à dire, non seulement sur l'aventure qu'on avait construite et ce qu'on pouvait potentiellement faire demain, et notamment transmettre. Et comme statistiquement, c'est un sujet qui concerne 80% des startups, et dont personne ne parle, c'est un peu bizarre de ne pas parler d'un sujet qui concerne 80% des boîtes. Donc je me suis dit, il y a eu l'opportunité avec Alain qui m'a proposé, et toi, d'en parler. Moi, j'adore. Et je sais qu'en plus, il y a peu de candidats pour parler de ce sujet. Je ne sais pas pourquoi ça déprime les gens, alors que c'est hyper positif. Quelque part, il y a quelque chose de positif dans tout ça, quoi. Parce qu'il y a beaucoup aussi, on vit dans un monde de start-up où tout est toujours beau. Et moi, d'avoir la chance de connaître pas mal de fondateurs et d'entendre ce qu'ils disent, souvent, il y a quand même un monde, ça va beaucoup moins bien que ce qu'on raconte. Et voilà, parce que c'est toujours beaucoup plus agréable de dire de soi que tout va bien, alors que ça va pas toujours très bien. Je t'ai présenté rapidement, Noélie. Est-ce que tu peux nous refaire un peu, en quelques phrases, le parcours de Pampa jusqu'au point de bascule?
et de se dire, tiens, c'est quoi le point de bascule? C'est quoi qui fait qu'à un moment, on se dit, ça va bientôt être la fin et qu'on l'accepte? Oui, alors Pampa, on l'a pensé en 2015, on l'a sorti, créé en 2016. C'est une marque, on est un e-commerce de fleurs qu'on vendait aux particuliers. Et dès le début, on a commencé en B2C, B2B parce qu'on avait nos premiers clients en événementiel et aussi en portage. Donc le portage, c'est envoyer de très nombreux bouquets de fleurs au même moment à beaucoup de clients. Et tous les ans, on a doublé notre chiffre d'affaires. On a eu une croissance très très rapide. J'ai déposé la boîte en septembre avec mon associé. On a fait le site toutes les deux à 4 mains. On a commencé la levée de fonds en janvier. En mars, on clôturait 350 000 de levée de fonds. On n'avait même pas encore le premier bilan. Et derrière, après, nos premières embauches. Et on a déménagé 4 fois. On s'est retrouvés 2018 dans 450 mètres carrés en plein cœur de Paris dans le 10e. On était une vingtaine de salariés, une dizaine de freelances qui bossent régulièrement avec nous. Et on est allé jusqu'au quasi 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc au total, c'était 2 levées. On a levé un total de 2 millions d'euros. Et on a sorti, vite fait sur l'offre, au début c'était vraiment que de la fleur fraîche. En 2018, la fleur séchée. Alors là, ça paraît tout à fait normal. Hein. C'est comme rouler en électrique. Moi, je travaille sur We Love Green. C'était une révélation en 2010 de rouler en électrique. Donc, il faut toujours remettre ça sur sa chronologie. Et la fleur séchée, on l'avait même remis au goût du jour avec un autre concurrent qui s'appelait Racine. En même temps, on avait sorti les cloches séchées que vous voyez partout. Donc ça a été une première grosse step dans Pampa. Et après, la fleur artificielle. Et l'accélération de la fleur artificielle qu'on louait, on aimait bien innover et on l'a fait au niveau du style. Si vous connaissez Pampa, c'était un peu notre force, c'était la marque et un style très contrasté qui ne mettait pas tout le monde d'accord, mais c'était ça qui était intéressant parce qu'on avait une base très solide et une communauté de 100 000 personnes. Et on a lancé donc une offre de location de fleurs artificielles. Et on était en levée de fonds. Donc là, j'ai refait un bridge parce que ça sentait le Covid. Ça, c'était en janvier 2020. Évidemment, le bridge, je l'ai fait 2 semaines avant qu'on soit confiné. On était en levée de fonds. On cherchait 3 millions en série A à ce moment-là. J'avais déjà trouvé 700 000. Confiné, tout s'écroule. On peut jeter le deck à la poubelle, ça ne sert à rien. On est évidemment très perméable parce qu'on avait une offre B2C et B2B sur l'événementiel, donc très perméable à cet événement-là. On l'avait senti en janvier déjà, nos événements, c'est comme pour l'essence, il y a un effet domino, donc les événements commencent à être annulés par précaution, parce que ce n'était pas très bien en communication de maintenir des événements. Et on a dû tenir avec un gros client qu'on a signé en plein confinement, pour la sortie du confinement avec Marc Avenue. Donc sortie du confinement en 2 jours. On a livré 8 marques avenues de France en simultané avec des énormes cœurs en bois. On y avait vraiment mis tout notre cœur. Hein. Les fleuristes, tout le monde était à fond, tout le monde était trop content. On était trop content de travailler. Et ça nous a sauvés, plus le PGE, on ne va pas se mentir. On a tous eu le droit à une petite perfusion. Et là, j'ai senti qu'en tout cas, on était... on pouvait être très vite fragilisé et qu'en fait les certitudes de se dire c'est bon, on l'a levé, on double le chiffre d'affaires tout le temps, on a une super croissance, nous on a juste besoin d'argent, c'était pour staffer et pour professionnaliser et pour step up et pour aller encore plus chercher de la croissance, mais en soi on n'avait pas de problème de demande. On avait, depuis le J1, notre plus gros problème c'était toujours de répondre et de staffer pour répondre à la demande. Et en parallèle, donc moi ça je raconte un peu ma vie privée, moi je suis maman, je me suis séparée peu de temps après, ça a été vraiment des années assez coriaces. Et là, il y a quelque chose chez moi, je me suis dit, tiens, si jamais ça s'écroule, quand même, je vais un peu me baquer parce qu'on n'a pas le chômage, on n'a pas tout ça quand on se retrouve à liquider une boîte ou à arrêter. Et alors, je ne sais pas quelle solution existe aujourd'hui, ça n'existe plus ce par quoi je suis passée, mais j'ai fait du portage salarial pour justement commencer à cotiser parce qu'on ne sait jamais, parce que voilà, je suis maman avec enfant, je ne vais pas me retrouver du jour au lendemain à continuer à travailler à tout prix pour payer le loyer la semaine d'après parce que j'ai 0 argent de côté. Du coup, c'était là. Et on est quand même remonté pour aller faire un crowd equity. On a retravaillé sur un nouveau projet pour faire des boutiques.
Ce projet, finalement, il ne tenait pas. Selon les budgets, on n'arrivait pas à trouver l'équilibre entre l'argent dont on avait besoin et l'équipe qu'il allait falloir déployer. C'était pour une dizaine de boutiques. Et du coup, je vais essayer de la faire vite, mais en gros, en été 2021, j'avais une très bonne visibilité sur dans 6-7 mois, ça allait commencer à devenir compliqué. Et je me suis rapprochée d'industriels et de plusieurs personnes pour rentrer au capital. Voilà. Et on n'a pas forcément rencontré les bonnes personnes. Et du coup, on est reparti en levée de fonds, dans une idée de levée de fonds avec ces personnes-là. Et ça s'est soldé par un 0 kill. Enfin non, justement, 0 prisonneur. Et donc du coup, tout s'est arrêté. Et en fait, à un moment, on a dû dire, bon, tant pis, il n'y aura pas de deal et on arrête la boîte. Voilà. Et que tu as d'autres questions. Mais Oui, bien sûr. D'aller un peu vite. non, mais c'est presque émouvant, tu vois, de se dire putain, on va tout là-haut, et puis finalement, avec pas grand-chose. Ouais. C'est un peu la même histoire avec Pazzi. Alors le chemin est un peu différent, mais la fin finalement est assez proche. Oui, alors en fait, effectivement, nous, on faisait quelque chose qui était très disruptif, culturellement, techniquement, c'est vraiment de la deep tech. Et donc on était sur des cycles très longs qui devaient se faire financer par des fonds. On a levé plus d'une douzaine de millions d'euros, sans compter les subventions et les dettes. Donc on était sur des montants assez élevés. Et en fait, le point de bascule, il peut être à tout moment. Déjà, le fait d'idée de monter une start-up, c'est déjà un point de bascule parce que, bon, heureusement que vous ne l'intériorisez pas, mais si vous savez que 80% de chances d'échouer, normalement, vous ne faites pas. Donc, il y a quelque part votre cerveau qui dit « je fais partie des 20%, je suis le meilleur ». Bon, mais ça, c'est pas rationnel. Mais sinon, on ne ferait pas d'entreprise, quoi. Après, les points de bascule, c'est toujours le moment d'élever. Moi, j'ai toujours levé, j'ai eu l'argent, j'étais déjà en découvert. C'est-à-dire que j'avais quand même, on en était 5, on a fini à une 35 personnes. Et au moment où j'avais 15 personnes dans la boîte et la levée n'était pas encore concrétisée. Donc, vous avez toujours des moments où vous sentez que tout peut s'arrêter. Et pourquoi le dernier moment, celui que je vais vous donner, a été pour moi le vrai point de bascule? Parce que les autres, finalement, c'est possible, mais vous n'y croyez pas vraiment, les moments d'élever. C'est qu'il y a un an, on a voulu lever une grosse somme, un peu peut-être naïvement, par rapport aux contraintes du marché qui allaient à un moment donné changer. Et un jour, on est en board et je partage avec mon board que la levée est difficile sur les montants qu'on veut lever, etc. Et là, la première fois, le mot est prononcé par mon board et ils me disent il faut envisager un scénario de liquidation. Il faut que tu documentes la chose. C'est important, que ça doit être quelque chose de possible. Et donc ça, c'est là où la première fois, je rentre chez moi, un peu déprimé, en me disant ok, on va arrêter de cacher des choses dans son cerveau, possiblement ça. Après, on parlera peut-être tout à l'heure, est-ce qu'on en parle aux salariés, etc. Ça, je serais ravi d'en discuter. Mais globalement, ça s'est passé en février. Je continue quand même à essayer de lever. J'obtiens une term sheet, une moitié de la term sheet, mais finalement, on n'arrive pas à avoir l'autre moitié. L'un était conditionné à l'autre. Donc, deuxième moment de bascule, je tombe en RJ, redressement judiciaire. Donc là, c'est une autre période qu'on vit, et là, ça devient encore un peu plus concret. La bascule devient plus forte. Et le dernier, c'est qu'on a un repreneur, et 5 jours avant que le tribunal lui donne le dossier, il se retire. Et donc, vous allez au tribunal 5 jours après, et le soir même, vous tout fermez du jour au lendemain. Donc c'est assez brutal. Donc, alors, j'ai pas voulu évoquer le business model, tout ce qu'on faisait, les raisons, pourquoi, tout ça, il y a plein de raisons. Mais globalement, si on parle de bascule, la bascule, c'est d'abord, je pense, quand vous vous alignez avec le board, comme quoi, il y a un moment donné, il faut te rendre à l'évidence. Tu peux encore lever, mais il y a aussi possibilité que tu ne lèves pas, et donc il faut que tu le saches. Et ils sont là aussi pour nous aiguiller là-dessus. Quand vous avez un board qui est empathique et bienveillant, je pense que c'est de la bienveillance aussi de le dire au CEO à un moment donné. Et puis après, bien sûr, quand la justice, avec le redressement judiciaire, ça, si vous ne le voyez pas, vous avez un redressement judiciaire, il faut changer de métier, quoi. Voilà, et là, ça devient des moments de vraie bascule où là, du coup, vous commencez aussi à faites pas vos business comme vous le faites naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites autre chose. Voilà. Vas-y. Il y avait une traction, parce que quand on passe, ça a été rapide, ça marche quasiment tout de suite. Est-ce que là, dans votre cas, il y a eu une traction très rapide qui a dit le concept, déjà, les gens adhèrent à la pizza par un robot? Oui. Oui, je vais vous répondre. En fait, nous, on essayait vraiment de transformer une industrie du fast-food qui était pour nous très synonyme de malbouffe. Et ça, c'était le point de départ, pour faire des bonnes pizzas avec des robots qui cuisinaient en plus devant les clients. Donc on avait un sujet aussi culturel de dire est-ce que des robots peuvent cuisiner devant les clients.
Et après est arrivé le problème de la pandémie avec des gens qui ont rendu leur tablier, avec un problème de l'emploi qui est devenu colossal, où il n'y a plus de gens qui veulent travailler dans la restauration. Mais ça a amplifié le phénomène. La pandémie était plutôt favorable pour nous qu'autre chose. Nous, on venait de finaliser les mises au point techniques. C'est très long ce qu'on fait, c'est très complexe. En fait, vous mettez une sorte d'usine à robots dans 60 mètres carrés, c'est colossal, qui fabrique une pizza, c'est super compliqué. Et on avait de la demande du monde entier. Mais sauf qu'à un moment donné, avant de lâcher la commande, etc., il faut finaliser ce que vous faites avant de commencer à produire. Voilà. Comme je n'étais pas Elon Musk pour dire je prends toutes les commandes et je livre dans 2 ans, je ne suis pas à ça. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. Du coup, j'attendais jusqu'à un moment donné. Et effectivement, il y avait énormément de demandes, plutôt à l'étranger, sur ce type de solution, plutôt qu'en France, où la France, il y a une défiance, de toute façon, aujourd'hui, qu'on constate sur l'innovation, sur le rapport à la technologie, etc. Mais en revanche, les clients étaient très contents. Et il y a plein de gens qui nous haïssaient aussi. Parce que ce qu'on faisait était... c'est pas bien, quoi. C'était la fin de l'humanité, par moment, certains disaient. C'était le métaverse avant l'heure. Ouais, vas-y. Nous aussi, on avait préparé du coup presque 1 an avant l'option de la liquidation. En fait, pratiquement toutes les boîtes, quand elles lèvent, au bout d'un moment, sont à 2 doigts de la cessation de paiement, ou une boîte est régulièrement aussi parfois en cessation de paiement sans le déclarer, parce que c'est aussi toujours un peu jouer avec ta trésorerie, etc. Donc, c'est des décisions à un moment qu'on prend parce qu'il faut voir le facteur risque. Est-ce qu'on continue à épuiser tout le monde, les équipes, et à plus trouver de sens, ni pour nous, ni pour les investisseurs? On va en parler après. Est-ce qu'on arrête? Parce que finalement, ça ne tombe jamais du jour au lendemain dessus. Voilà, on sait toujours un peu en avance qu'il va falloir vraiment qu'on prenne une décision et c'est pas forcément arrêté. Mais je voulais juste distinguer parce qu'en fait, j'ai vécu ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous levez, vous commencez, c'est 6 mois une levée en moyenne. Enfin, pour nous, on en a fait 2, ça a toujours été 6 mois. Vous commencez à prendre des décisions sur vos frais, vous allongez le runway pour dire peut-être ça va prendre 8 mois. Ça, c'est une chose qu'on fait tous. Moi, ce que nous, on a fait en février, c'est de faire un dossier auprès d'un potentiel liquidateur, c'est-à-dire de concrétiser. C'est ça où c'est très différent. C'est-à-dire qu'on a fait un dossier technique pour dire, et entre-temps, on a trouvé du bridge, donc on n'a pas eu besoin de déposer tout de suite, mais normalement, j'aurais dû déposer dès le mois d'avril, compte tenu de la situation de trésorerie, et on a trouvé des solutions qui nous ont amené jusqu'à juillet. Mais voilà, quand je parle de concrétisation, c'est de faire un dossier avec un avocat pour dire, OK, parce qu'après, derrière, vous êtes responsable en tant que CEO des décisions que vous prenez de gestion, et que si vous n'avez pas anticipé, là, il y a un autre sujet qui est plus grave. Voilà. Et justement, donc, tu as évoqué les investisseurs. C'est vrai que quand on ferme une boîte, il y a les investisseurs, les employés, les partenaires. Enfin, il y a pas mal de monde qui est impacté. La fin d'une aventure, c'est finalement pris par qui? Est-ce que c'est un investisseur qui dit stop, je ne remettrai pas au pot et je suis prêt à tout perdre, mais je préfère tout perdre maintenant que remettre? Ou est-ce que c'est le fondateur qui va voir un moment son investisseur et qui lui dit l'argent que tu as mis, c'est perdu? J'imagine que ça dépend. Il y a tous les scénarios selon les boîtes. On n'a pas tous les mêmes boards, on n'a pas tous les mêmes montants levés. Et aussi, je pense que la grosse question, c'est le fonds d'investissement et le pacte d'associés qui va avec. Nous, on n'avait pas passé la step du fonds d'investissement. On avait Kima, mais on n'avait pas justement ce fonds. C'est un step qu'on devait passer quand on devait avoir la série A avant le Covid. Du coup, c'est nous qui avons pris la décision, mais en fait, quand ça va mal, il faut bien le dire à tous les investisseurs. Enfin, le board surtout. Nous, c'est vrai qu'on communiquait beaucoup avec le board parce qu'on avait plus d'une trentaine d'investisseurs. Donc, si je passais mes journées au téléphone avec 30 personnes, enfin, on va dire 20 pour... c'était impossible. Du coup, par contre, le board était dans la boucle, notre comité stratégique, et ils ont suivi de très près les négociations qu'on était en train d'avoir, même les doutes qu'on était en train d'avoir, et ils nous conseillaient eux-mêmes. Et dans nos investisseurs, dans notre cap table, on avait beaucoup, c'est l'avantage des business angels, qui sont des entrepreneurs eux-mêmes. Donc en fait, ils voient très bien ce que tu traverses aussi humainement, et ils ne voient pas juste une boîte et des chiffres. Ils font aussi attention à toi, parce que c'est surtout dans les fondateurs qui misent de l'argent. Après, un fonds d'investissement va miser beaucoup sur la boîte et ça devient une licorne, etc. ou pas. Mais au tout début, c'est vraiment dans les fondateurs. Et si la boîte, elle s'arrête, les investisseurs, ça reste des alliés après pour la vie. Enfin, c'est des gens qu'on côtoie. Là, tout à l'heure, j'ai un call avec un investisseur. Enfin, c'est ex-investisseur, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, c'est quelqu'un qui mise sur toi. Donc, du coup, faut que j'arrête de dire du coup.
Oui, la relation investisseur, elle est super importante pour ça. Et quand ça allait pas très bien, on prenait notre téléphone, parce que ça devait être à la base un gros coup. On repartait vraiment sur une levée de fonds. J'avais le couteau entre les dents, je m'étais refait tatouer, d'ailleurs je l'ai caché depuis. J'étais vraiment prête à repartir lever. Là, c'était une levée de 5 millions avec une grosse valo. Enfin, on était super excités de cette levée. On a bossé pendant 4 mois à refaire un business plan, B2B, B2C, l'ouverture de boutiques, etc. C'était super. Donc les investisseurs, ils commençaient aussi à être excités parce qu'on leur vendait le projet, mais on était tous là, attention, 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 parce qu'il y a plein de... Déjà, c'est trop beau pour être vrai, donc on va voir comment ça va se passer. Et il y avait cette question aussi de faire rentrer des nouvelles personnes dans la boîte. Et les questions des nouvelles personnes. Et donc ces investisseurs-là, quand on a commencé à les appeler pour leur dire que c'était fini, moi j'ai été super surprise parce qu'évidemment j'avais la queue entre les jambes. C'est un peu... t'es pas très fier et tu dis bon désolé, je peux pas honorer le contrat que tu m'as donné, même si attention quand vous levez des fonds, c'est pas de la love money des investisseurs, vous leur vendez des actions, donc la transaction elle est déjà soldée normalement, vous leur vendez des actions et eux en échange ils vous donnent de l'argent et ils vous font confiance, et ces actions, si vous faites bien votre travail, elles vont valoir beaucoup ou elles vont valoir rien du tout. Mais voilà, quand on mise sur le mauvais cheval, on va pas non plus aller taper le cheval sur le cheval à la fin de la course. Donc il y a un moment, c'est pas non plus la love money, c'est pas de l'argent qu'ils ont donné comme ça. Donc ils connaissent le risque. Il faut savoir qu'un investisseur, d'ailleurs je recommande d'aller plutôt vers des investisseurs qui investissent beaucoup que des investisseurs qui sont en train de jouer tout ce qu'ils ont gagné sur vous. Parce que eux, en général, sur l'année, si c'est pas vous qui gagnez, ils en auront, je sais pas, tant qu'il y en a 2 qui gagnent sur 10, et les 8 autres seront remboursés parce qu'ils vont gagner sur les 2 autres. Donc c'est du casino pour eux. Je veux pas non plus, voilà. Et du coup, il y en a beaucoup qui m'ont dit, non mais on connaissait la prise de risque. Vous avez créé une marque extraordinaire, vous avez influencé beaucoup de gens, c'était super de vous suivre, c'est génial ce que vous avez fait. Bravo, et surtout, vous avez tellement fait le max, parce qu'on ne parle pas de tout, mais on a creusé des tranchées, quoi. Non, mais vraiment, et ils étaient aux premières loges, ils regardaient, ils disaient, allez, courage, courage, courage. C'est pas grave, ça marche plus, on fait un gros pivot, allez, on va faire de la déco en artificiel. Donc voilà, et il y en a même, ils nous disaient... pensez à vous, c'est pas grave pour nous. Et je vais dire un truc très important parce que je l'ai appris après le 10e coup de fil entre investisseurs pour annoncer que la boîte s'arrêtait. J'aurais bien aimé l'apprendre avant. C'est que quand ils ont investi avec une holding, ils vont pouvoir dégager une moins-value qu'ils vont pouvoir déduire des plus-values. Alors je ne sais pas exactement des autres plus-values qu'ils font sur d'autres boîtes. Alors, je ne sais pas du tout, c'est pas non plus le jackpot, hein, c'est sûrement pas équivalent en valeur, voilà. La perte est moins sèche. Mais la perte est un peu moins sèche. C'est-à-dire qu'un investisseur, il a plus intérêt à ce que vous liquidiez la boîte, s'il a une holding, donc tout le monde sait que c'est une holding, et donc du coup, il va pouvoir exercer un peu un avantage fiscal, que si tout d'un coup, vous dites, c'est bon, la boîte, j'ai atteint ma renta, je bouge plus, je suis bien. Merci pour l'argent, à bientôt. Alors là, le mec, il va juste te regarder travailler, ou la femme, et il va juste se dire, bon, super, j'étais content de vous aider, mais il n'aura jamais d'exit, jamais de dividende, jamais rien. Voilà, donc ça, c'est aussi important. Philippe, toi, il y a un double sujet chez vous, parce qu'il y a l'investissement dans la deep tech, comme tu le disais, qui avait pour finalité, au départ, ou en tout cas de ce qu'on voyait, à vendre des pizzas. Il y avait, et tu le disais sur un de tes posts, des millions face à des centimes en marge, hein, enfin en coût face à la marge. Tes fonds d'investissement, justement, ils avaient parié sur quoi? Sur la marque de pizza ou sur la robotique que tu allais pouvoir revendre? En fait, ça a été un sujet constant avec nos fonds parce qu'en fait, on avait un projet qui faisait un peu fantasmer beaucoup de gens. Enfin, chacun le rêvait un petit peu différemment. Et parce que effectivement, nous, on a fait un projet B2B2C. C'est-à-dire qu'on faisait une cuisine qui est au centre de l'expérience client où les robots étaient visibles pour faire finalement des pizzas, et donc on construisait à travers ça une marque de restauration. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'une des raisons probablement qu'on n'ait pas réussi, même si là aujourd'hui on aurait pu, parce qu'on était sur le point de décoller, malheureusement ça s'est arrêté,
c'était qu'il fallait à la fois finaliser une deep tech et en même temps être restaurateur. Et c'est deux métiers qui n'ont absolument rien à voir culturellement, quoi. C'est le centime, le commerce versus le business, le centime versus les centaines d'euros, parce que nous, on regardait l'argent on était très careful sur l'argent, prudent. Mais du coup, c'était voilà, des points de vue qui étaient très différents. C'était un produit versus une expérience client. Voilà. Donc, ce que je mettais dans mon poste, gravir deux montagnes très importantes en même temps, c'est compliqué. Ça, c'est une leçon. C'était à un moment donné, si on parlera un petit peu des leçons de l'entrepreneuriat, c'est n'essayez pas de courir plusieurs choses à la fois. C'est déjà compliqué ce que vous faites. Choisissez vos batailles. Et effectivement, au sein du board, il y avait beaucoup d'interrogations à un moment donné et chacun avait une vue différente qu'il fallait réaligner à un moment donné pour essayer de prendre un point de vue. Mais comme à la fin, on y arrivait, on était arrivé à démontrer pas mal de choses, on avait possibilité que ça continue. D'où le fait que, étonnamment, mon dernier board, qui était le 3, fin septembre, où j'aurais dit, bon, c'est bon, on a le repreneur, lundi, ça va être fait. Et les actionnaires m'ont dit, bon, nous, on a tout perdu. Mais c'est pas grave, on est tellement content que ça continue. Et puis j'appelle l'administrateur en lui disant mais on a bien reçu le dossier hier. Ah non, on l'a pas reçu ça. Et du coup je les rappelle pour dire non ça marche pas. Voilà, on va se planter. Donc, mais globalement oui, il y a des questions. On va parler de pivot, etc. Ça c'est important. Comment on anticipe finalement ces problèmes-là? Est-ce que c'est anticipable? Est-ce qu'on peut anticiper une fin? Ça c'est une vraie question. Je te laisse y répondre. Tu veux que j'y réponde? Ouais. Oui et non, c'est-à-dire qu'on peut créer un climat, je pense, qui peut éviter peut-être d'être dans les 80% d'échecs. On peut faire des choses. Donc, dans des modèles qui demandent beaucoup d'argent, je pense anticiper une monétisation. Ça, c'est important, c'est-à-dire de ne pas attendre jusqu'au bout, de construire son produit, voir s'il n'y a pas des assets qu'on peut monétiser avant pour rentrer et ne pas dépendre d'un système extérieur, c'est-à-dire subventions, prêts ou fonds d'investissement. Ça, c'est une première chose. Le choix des équipes, c'est-à-dire quand vous créez une startup, c'est simple, c'est faire quelque chose le plus vite possible parce que vous n'avez pas le temps devant vous. On n'est pas dans un grand groupe où il y a des poches de résistance qui permettent de pallier à des choses que vous ne réussissez pas. Votre projet, c'est 100% de votre projet. Et donc, recruter les bonnes personnes et se séparer, parce que je mettais aussi des gens qui ne font pas le job, malheureusement, c'est dur à dire. D'abord, ici, en Ile-de-France, c'est pas grave, tout le monde retrouve un boulot. En soi, mais de prendre les bons choix sur ces équipes. Est-ce qu'il faut recruter des gens seniors versus que des jeunes? Les jeunes, on les assimile à ce qui est faux, de l'agilité, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais en fait, en se disant, voilà, est-ce qu'on plombe un peu le PNL en prenant des gens qui sont beaucoup plus chers, etc. Ça, c'est des vrais choix qui permettent à un moment donné d'exécuter mieux une solution qui va prendre du temps. Si vous avez une course contre la montre. Troisième leçon, c'est ce que tout le monde dit, s'il y a du cash disponible, prenez-le. Alors souvent, j'ai entendu des fondateurs qui disent « Non, moi je veux lever 2 millions, on m'a proposé 3. Non, parce que si je prends 3, je vais me diluer, je vais perdre. » Bon, de toute façon, tu te feras diluer. La question, ce n'est pas le pourcentage que tu as, c'est le nombre d'actions que tu as et la valo que tu as. Donc attention aussi, s'il y a de l'argent disponible, prenez-le, parce que qui allait anticiper une guerre en Ukraine, qui allait anticiper tous ces problèmes sur les matières premières. Donc à un moment donné, vous avez besoin de runway et de l'allonger le plus possible. Et enfin, la dernière chose, c'est globalement institutionnaliser peut-être une fois par an avec vos fonds des moments où vous allez vous poser sur votre business model. Tout le monde pivote dans une boîte, mais tout le monde pivote trop tard. Quand vous pivotez, c'est déjà trop tard. Est-ce qu'un pivot peut se faire s'anticiper avec vos fonds en vous posant les bonnes questions au lieu de faire du reporting avec vos fonds sur les informer, leur dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont les actualités de votre boîte pour les rassurer, ce qu'on appelle un board d'information. Comment vous pouvez emmener votre fonds une fois par an pour faire une vraie session de travail en profondeur, pour dire est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire fondamentalement, est-ce que les économiques sont là, est-ce que tout va bien, et faire cette session de travail, ce qu'on appelle une sorte de prospective sur votre boîte. C'est bizarre de faire une prospective sur une startup, alors qu'une startup est censée faire de la prospective par essence, est un exercice qui n'est pas facile à faire, mais que j'invite les CEO de startup à faire avec leur board, parce que c'est un moment où vous vous posez et qui vous évitera de pivoter au moment où c'est trop tard. Le pivot trop tard, c'est à un moment donné, c'est la panique. On va recruter un CEO à votre place qui est beaucoup plus capé et il n'aura pas le temps de dérouler une stratégie parce que le runway est déjà fini, quoi. Voilà, ça c'est mes quelques conseils. Je t'ai vu beaucoup hocher de la tête, Noélie. T'as des choses à rajouter là-dessus? T'as le droit de pas être d'accord. Hein. Et du coup, tu le disais, Noélie, et en plus ça faisait vraiment partie aussi de ta marque. Il y avait une très grosse proximité avec tes équipes. On les voyait beaucoup sur les réseaux, etc. Ils faisaient vraiment partie de l'aventure Pampa. Comment on gère une fin
avec des gens qu'on aime, avec des gens avec qui nous ont aidés à passer passer beaucoup d'obstacles. Est-ce qu'on leur dit que c'est bientôt la fin? Est-ce on garde ça pour soi en se disant on va essayer de moins les polluer pour qu'ils puissent continuer quand même à travailler? Comment on gère cette relation humaine? C'est eux qui nous ont fait beaucoup de mouchoirs, quoi, parce que là on rentre dans l'humain et c'est vrai qu'on est très attaché à notre équipe et surtout l'équipe qui est restée, hein, parce que on est passé quand même de 30 à 6. Donc évidemment, c'était pas la même chose. On était vraiment tous soudés là dans nos grands bureaux. Et en fait, on leur avait dit à toutes les étapes, depuis le Covid, on leur disait tout ce qui se passait dans la boîte. Donc ils savaient qu'on était en levée de fonds, ils savaient combien on cherchait. On leur disait si on avait eu des rendez-vous prometteurs. En fait, on a communiqué avec, c'est parce que c'était le corps de Pampa, hein, les gens qui restaient, c'est des gens qui étaient là depuis très longtemps, qui étaient même là depuis les débuts, donc eux, ils ont vu le vrrr, et ils ont vu derrière aussi quand ça retombait. Donc ils comprenaient et on communiquait, on faisait des PowerPoint pour leur montrer voilà notre cash burn mensuel, pour voir aussi comment eux pouvaient être avec nous pour trouver peut-être des solutions, etc. Et ils ont été super là-dessus parce que quand il fallait serrer sur les dépenses, réoptimiser des choses, etc., ils faisaient super attention. Dans les budgets qu'ils faisaient, enfin, ils étaient vraiment très précis et on a eu une très bonne équipe là-dessus. Et en fait, à un moment, ils voyaient qu'on travaillait beaucoup sur ce grand projet-là de relevé de fonds, donc ils voyaient qu'on était rarement là à un moment, parce que 3 jours par semaine, on partait faire des réunions pour travailler sur ce projet-là. On les tenait au courant et après, ils ont bien vu qu'il y a eu cette journée où bascule où on se dit bon en fait ça va pas vraiment le faire comme prévu. De toute façon il le voit, enfin ça se sent dans les énergies et justement ça sert à rien de faire traîner une mauvaise énergie et de la donner à tout le monde. Donc première réunion et on dit bon bah ça se passe pas comme prévu. On sait pas où ça va, mais en tout cas il y a peut-être l'option que ça aille dans le mur. Voilà, elle réapparaît, pop up. Donc on ne dit pas de vous y préparer, mais on travaille dur et on va voir où est-ce que ça nous mène. Et dès qu'on a pris la décision, parce qu'on l'a pris quand même relativement, en fait, à partir du moment où cette option est arrivée, même si elle était déjà derrière, comme on sait que ça peut arriver, et le moment où on a pris la décision, il y a eu 2 semaines à peu près. Et tout comme à un moment, l'équipe, après les Gilets jaunes, on avait eu des soucis de trésorerie parce que là aussi, il y avait eu beaucoup d'annulations d'événements, donc on n'avait pas du tout le cash dont on avait besoin sur les comptes par rapport au B2B, aux pros qui ne payaient pas, et c'est des gros budgets, parfois 10K pour un client, etc. Donc multiplié par. Et on avait déjà dû se séparer un moment de personnes. Et on l'avait fait vite parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'en prévenir un et qu'il va commencer à faire une rumeur et pop, et tout le monde va commencer à un peu paniquer. Eux, ce dont ils ont besoin, c'est de savoir où ils vont. Après, enfin, l'histoire de la boîte, c'est une chose, mais ils doivent savoir est-ce qu'ils vont pouvoir payer le loyer dans 2 mois, 3 mois, est-ce qu'ils doivent chercher du travail, ils savent pas si c'est un licenciement économique. Enfin, même nous, on est en train d'apprendre tout, comment ça se passe en RH quand on arrête une boîte. Et du coup, au bout de 2 semaines, après, on les a convoqués et on leur a tous annoncé en même temps. Et donc, ça a été dur. Mais ils étaient avec nous et en fait, ils étaient tristes pour nous aussi et pour eux-mêmes parce que c'était leur projet aussi finalement. Donc voilà, c'était une équipe qui était quand même qui tenait Pampa avec nous. Donc c'était pas top to bottom et on leur a communiqué très vite quelle allait être l'indemnité de fin de licenciement, à peu près, qu'ils aient une idée, même si on ne peut jamais rien donner de trop précis. Et après, c'est les mandataires liquidateurs qui, eux, prennent le relais. Hop, on lève les mains du clavier, et puis c'est eux qui, en fait, vont régler les derniers salaires, etc. Sachant que nous, on a liquidé la boîte, mais on avait les moyens, on avait de payer les derniers salaires, et on avait payé... Je tremblais pas quand je voyais mon portable sonner, hein, j'avais aucun problème avec mes fournisseurs, à part un, mais c'était stratégiquement voulu, voilà. Toi, Philippe, il y a une difficulté un peu encore différente, c'est que donc Pampa a ses employés
autour d'elle tous les jours. Toi, il y avait des boutiques aussi. Donc j'imagine que le bureau, tu peux les tenir au courant d'une certaine façon, puis les boutiques différemment, enfin je sais pas si c'est différent. Comment tu gères aussi cette relation voilà, avec toi, avec tes équipes? Toi, tu avais deux cofondateurs de la boîte qui étaient aussi encore dans l'entreprise, pour qui tu étais le président. Comment on gère toute cette énergie et tous ces moments avec ces gens, surtout que tu pensais jusqu'à 5 jours avant que c'était pas mort? Alors, moi, j'ai vécu un moment de grâce. Ça a été il y a un an quand on décide de lever et on décide avec ma CFO d'essayer d'avoir le maximum de runway. Et donc, on se dit, on veut réduire un petit peu le nombre d'employés. On était 30. Je parle en restaurant, mais je vais répondre à la question des restaurants. Et on décide de se séparer de 6 personnes. Et on se dit, on va faire un effort sur tout le codir. On va couper de 8% le salaire pendant 6 mois de l'ensemble du comité de direction, bien sûr le mien compris. Et là, 3 jours après, j'ai un membre du CODIR qui a même dit non, on ne va pas faire ça, on va essayer de se séparer de moins d'individus possible, moins de personnes possibles, et toute la boîte va baisser son salaire. Et toute la boîte a accepté de baisser son salaire. Moi, je n'ai jamais vu ça avant. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle croyance dans le projet qu'il y a eu un effort collectif de solidarité, ce qui montrait aussi que d'abord, on communiquait beaucoup sur ce qui allait se passer. Et donc, dès novembre jusqu'en mars, moi je me suis engagé jusqu'en mars, et après, chacun reprenait son salaire. Tout le monde a baissé son salaire. C'était exceptionnel de 10%. Enfin, c'était un moment d'une vie, ça. Et après, j'ai constamment communiqué sur les risques. Une levée, c'est risqué. Enfin, il faut le savoir quand même. Les gens viennent dans une start-up, il faut qu'ils sachent où ils mettent les pieds. Et donc, à un moment donné, on communiquait sur les risques et on anticipait. La seule chose que je n'ai pas anticipée qui a été compliquée, c'est quand effectivement j'ai su un jeudi matin que le repreneur ne reprenait pas. Ben, le lendemain, j'ai réuni tout le monde. J'ai passé une journée à essayer de trouver une solution miracle. On ne trouve pas, parce que c'est un miracle. Ça ne marche pas. C'est logique. Et le lendemain, j'ai dû réunir tout le monde. Et là, effectivement, ça a été un choc émotionnel parce que c'est compliqué de gérer une boîte quand vous êtes en redressement, tout ça. Mais quand effectivement la fin est là, tout le monde n'y a pas cru. En plus, il y a ça, on ne parle pas beaucoup, mais il y a quand même le CEO prend un poids émotionnel sur ses épaules. Il faut parler des émotions un petit peu. Et qui est assez fort parce que tout le monde vous regarde comme celui qui est censé trouver la solution. Chacun bosse sur ses métiers, mais à un moment donné aussi, vous portez le poids individuellement d'un collectif. Et donc, c'est un peu difficile de se dire, mince, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, quoi. Moi, mon métier, c'est en partie de financer la boîte. La vision, tout ça, mais en vrai, il faut financer. Donc, si moi, j'ai pas réussi dans ma mission, personnellement. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un sujet. Est-ce que c'est personnel, collectif, etc. Il faut en parler. Mais, donc, voilà, il y a ce dernier moment de bascule qui a été extrêmement dur. Mais effectivement, la communication aux employés était directe et franche, à mon sens. Le plus franche possible. Aux investisseurs, on en a parlé. Les seuls à qui je n'ai pas communiqué, c'était les employés du restaurant, où là, ça a été très tardivement, parce qu'on est déjà dans des turnovers qui sont extrêmement élevés dans la restauration. Là, si j'avais dit aux équipes, il y a du risque. On est sur 6 mois là, ils partaient tous, quoi, parce qu'en fait, c'est très facile de trouver un job. Je n'ai pas communiqué aussi aux fournisseurs. C'est-à-dire que les fournisseurs, avant RJ, je n'ai pas dit qu'il y a du risque. Honnêtement, je trouvais que ce n'est pas utile. Là où je n'ai pas forcément la réponse, c'est nos partenaires bancaires. Est-ce qu'on aurait dû anticiper avec nos partenaires bancaires en disant voilà, ça ne va pas en ce moment? Je n'ai pas, honnêtement, peut-être une réponse à ça. Moi, je n'ai pas la réponse sur les partenaires bancaires. La BPI, j'en ai parlé, mais les autres, je ne sais pas. Il faudrait que je les interroge d'ailleurs. J'imagine que vous êtes comme moi et que vous aimeriez que cette discussion dure encore et encore parce qu'on y apprend plein de choses. C'est fini ? Mais malheureusement, il nous reste 3-4 minutes. Donc si jamais vous avez des questions à poser, vas-y, attends, je t'amène le micro. Ça passe trop vite, ça passe trop vite. Donc du coup, bravo pour votre aventure et merci de cette intervention, c'était très enrichissant. Question toute bête maintenant, vous allez faire quoi ? Il faut le dire rapidement en plus. C'est alors, votre question. Moi, j'ai pris le temps de décanter juste après, évidemment. Donc, c'était en avril, le 26 avril, on est passé au tribunal. Il faut savoir que ça prend 2 ans après une procédure. Hein, donc, on est aussi disponible. Là, on doit répondre à plein de choses, mandataire, liquidateur, qu'on a au téléphone. Mais globalement, nous, les comptes, tout est clean, donc ça va. On peut être interdit d'exercer. On peut être interdit d'être entrepreneur quand on liquide une boîte. Mais il faut vraiment avoir, je sais pas, acheter un canapé, une voiture avec la boîte, j'ai l'impression de ce qu'il me disait. En gros, moi, j'ai décidé de ne pas me relancer dans l'entrepreneuriat tout de suite, parce que j'ai des idées, mais déjà financièrement, je ne peux pas. J'ai pas le chômage, là, et j'en ai eu un petit peu, mais pas assez. Et
Et du coup, j'ai plutôt envie de remettre mon énergie, parce que là, ça y est, je suis rassasiée, c'est bon, je me suis assez reposée. Et j'ai plein d'énergie, j'ai envie plutôt de la donner à un gros projet à impact. Et parce que c'est une frustration que j'avais chez Pampa. On n'a pas pu à un moment aussi faire ce pivot-là vers le local, etc. Et du coup, je me fais des intros sur le réseau, où je veux aussi voir des recruteurs. Enfin voilà, on fait un peu savoir que ça y est, on est prêt à remettre les pieds à l'étrier. Et puis les gens viennent nous proposer des postes. Donc je suis, moi en tout cas, sur des postes type direction d'une BU dans une boîte ou d'un campus. Pas universitaire, mais sur des boîtes où c'est de l'entrepreneuriat au sein de boîtes. Chief of Staff, c'est un poste qui m'attire énormément. Voilà, où j'ai de l'autonomie et en même temps rester chef d'orchestre de plusieurs pôles, parce qu'on a évidemment plusieurs cordes à notre arc. Je ne serais pas directrice communication, par exemple, dans une boîte. Je ne pourrais pas, je serais trop frustrée. Et Pampa, c'est mort, ça ne se réalisera jamais. Non, c'est fini. Okay. Et en fait, ça nous allait aussi à un moment de ne pas se dire que Pampa allait devenir le nouveau Rapid Floor dans les mains de quelqu'un d'autre, parce que c'était à un moment le risque et l'opportunité. Et Pampa, c'est bien comme ça, notre Instagram, c'est un peu notre hôtel, ça y est, il est figé dans le temps, il est là et il a existé, et c'est une séquence qui est terminée. Et il y aurait évidemment des choses qu'on ferait différemment. Hein. Les bilans, je dois encore faire mon bilan post-mortem, ça je ne me suis pas encore bien remise, mais ouais, le Pampa ça reste, et pas de regret là-dessus. Pampa a fait ce qu'on pouvait. Donc, effectivement, on est un peu dans les mêmes conditions, c'est-à-dire on finit, lorsqu'il y a une erreur sur un champ de chômage, j'aurais fallu peut-être prendre une assurance chômage avant, mais en tout cas, pas de revenus. En plus, j'ai plus d'appart bientôt. J'ai un canapé lit, si jamais. Je veux bien sur Maid, tu l'as pris sur maid.com ou pas? Mais du coup, j'ai un scénario peut-être potentiellement noir. J'ai mes enfants qui me disent, papa, arrête, prends un job normal. Ça, ils me disent c'est suffit, tu as joué pendant 5-6 ans, maintenant il faut revenir au revenu que tu avais avant, c'était mieux quand même. Voilà. Mais en même temps, quand on a touché à une transformation d'une industrie, à quelque chose d'assez exaltant, on a envie de retrouver ces expériences un petit peu exaltantes. Et moi, je suis déjà en train de chercher des choses très hyper activement. Je fourmille d'idées. J'ai mes journées qui sont trop courtes, bizarrement. Donc, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Et j'ai une horloge qui tourne parce qu'effectivement, là, j'ai des échéances qui sont très court terme. J'ai perdu tout ce que l'investissement que j'ai mis. J'ai mis de l'argent, tout ça. C'est pas grave, hein, on va pas pleurer. Mais on en tient compte aussi parce que ça fait partie du quotidien. Mais en même temps, ça dégage une formidable énergie, en fait, parce qu'en fait, ce qu'on a fait pendant ces dernières années est quelque chose de très riche. Et en fait, une aventure s'arrête jamais. En fait, vous sortez quelque chose et vous repartez avec déjà tout ce que vous avez emmagasiné. Donc, en fait, il n'y a pas de fin d'aventure. Et c'est ce que parfois certains, je vois ça avec mes cofondateurs, ils ont un peu de mal à comprendre. Ils ne sont pas dans ces mêmes scénarios. Mais tout ce que vous faites dans la vie, c'est des choses qui vous permettent d'ouvrir des nouvelles portes, en fait. Quand une porte se ferme, une nouvelle porte s'ouvre. Forcément. Et ça, c'est formidable. Très joli. Puis tu peux faire du conseil aussi. Moi, je fais du conseil aussi. Entre-temps, j'ai aidé des gens aussi. Donc, voilà. Moi, j'étais resté sur la poésie de Philippe. Je suis en train de dire, voilà, vous pourrez faire du conseil dans tous les cas et accompagner des étudiants, etc. Donc, c'est pas non plus vertigineux. On s'éclate pas au sol, quoi. Il y a des choses... Enfin, oui. J'ai une dette de 15 000 € à la banque. Je parlais des banques tout à l'heure, mais j'attends que le papier arrive à la poste. Mais j'ai changé d'adresse entre-temps. Merci beaucoup. C'était vraiment beaucoup trop court. Mais je pense qu'on la refera parce que c'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup à tous les deux.